Il y a une ironie franchement fascinante quand on regarde le point de départ de notre plongée d'aujourd'hui. Ah ça c'est clair. Parce qu'en général, quand on cherche une solution à un problème vraiment tenace, on évite soigneusement de demander conseil à la personne qui a contribué à sa création, non? C'est la logique de base, ouais. Sauf que là, Nir Eyal, l'auteur des sources qu'on va analyser aujourd'hui, c'est littéralement l'homme qui a écrit le manuel de la distraction. Exactement. Son premier livre, Hooked, c'était le guide de référence absolu pour la Silicon Valley. Le truc utilisé par Google, Facebook et compagnie. Voilà, le manuel pour concevoir des produits addictifs, pour ancrer des habitudes dans notre câblage neurologique. Et aujourd'hui, dans un revirement total, il nous livre le manuel de survie inverse. Imperturbable. C'est ça. Mais si il l'a écrit, ce n'est pas juste par posture intellectuelle, c'est parce qu'il a été lui-même dévoré par la machine qu'il a aidé à construire. Et la prise de conscience, elle s'est faite de la manière la plus brutale possible chez lui. Dans son propre salon, ouais. C'est une anecdote qui raconte dès le chapitre 1 des sources. Et honnêtement, elle fait un peu froid dans le dos par sa banalité. Ah, totalement. Il décrit cet après-midi passé avec sa petite fille. Ils sont censés partager un moment privilégié avec un petit livre d'activité, tout ça. Le moment parfait en théorie. En théorie, ouais. Et à un moment, elle se tourne vers lui avec cette curiosité typique des enfants et elle lui demande Papa, quel super pouvoir aimerais-tu avoir ?» Et là, Et là, lui, il ne répond pas. Il l'ignore complètement. Il est totalement hypnotisé par l'écran de son téléphone, en train de taper un message qui lui semblait d'une urgence absolue sur le moment. et quand il relève enfin la tête. La magie s'est évaporée. Sa fille a carrément quitté la pièce. Bon, décortiquons un peu tout ça. Parce que c'est le genre de récit qui résonne pour tout le monde, on l'a tous fait. Absolument tous. On se dit, je vais juste jeter un œil à cette notification, et paf, on laisse le moment présent se désintégrer. Le but de notre analyse d'aujourd'hui, c'est justement de comprendre pourquoi notre attention est constamment détournée comme ça. Ouais, et de voir ce cadre en 4 étapes qu'il propose pour reprendre le contrôle de notre temps. Mais pour comprendre le remède, faut d'abord regarder la maladie en face. Quand Eyal subit cet électrochoc avec sa fille, sa première réaction, c'est de faire ce que n'importe qui ferait. Il déclare la guerre à la technologie. C'est ça. Il se lance dans une désintoxication numérique hardcore. Très hardcore, oui. Il vire son smartphone pour prendre un vieux téléphone à clapet archaïque, sans application, rien. Le truc des années 2000. Voilà. Il résilie tous ses abonnements numériques. Il s'abonne à la version papier d'un journal. Il va même jusqu'à acheter un vieux traitement de texte des années 90, un truc qui ne se connecte même pas à Internet. L'hypothèse paraît logique, hein. Tu élimines l'écran, tu élimines la distraction. C'est ce qu'on se dit tous. Sauf que, et c'est le premier gros renversement des sources, ça a été un échec cuisant, un plantage monumental. Il s'installe à son bureau, zéro connexion, silence total, et il se surprend à flâner devant sa propre bibliothèque. À feuilleter des bouquins qui n'ont rien à voir avec son boulot digital. Preuve que la technologie n'est qu'un bouc émissaire bien pratique. Et pour prouver que ça dépasse les écrans, les documents racontent l'histoire de Zoé Chance. Ah oui, l'histoire de Zoé Chance, c'est fascinant. C'est une brillante professeure à l'université de Yale, hein, et elle nous s'est pas fait happer par un réseau social ou un jeu vidéo ultramoderne. Non. C'était quoi son truc? Un podomètre. Un simple petit podomètre basique. Attends, je veux qu'on s'arrête là-dessus une seconde. Une prof de Yale, obnubilée par un podomètre. Au point de se retrouver en pleine nuit à 2 heures du matin à faire des allers-retours frénétiques dans les escaliers de sa cave juste pour voir le nombre de ses pas augmenter sur le cadran. Elle a monté plus de 2000 marches cette nuit-là. Mais c'est fou. Un podomètre, il n'y a pas d'algorithme maléfique ou de design conçu par la Silicon Valley là-dedans. Alors qu'est-ce qui pousse un cerveau aussi brillant à faire ça à 2 heures du mat'? Ce qui est fascinant ici, c'est que ça nous oblige à revoir complètement comment fonctionne la motivation. Pendant des siècles, on a suivi des philosophes comme Jeremy Bentham. Qui disait que tout tourne autour du plaisir et de la douleur. Exactement. La quête de plaisir d'un côté, l'évitement de la douleur de l'autre. Mais Eyal explique que la vraie motivation première de l'humain, son réflexe de base, ce n'est pas de chercher la joie. C'est quoi alors? C'est le besoin viscéral d'échapper à un inconfort psychologique. Ce qu'il appelle les déclencheurs internes, l'anxiété, l'ennui, le stress, le sentiment d'incompétence. D'accord. Donc la prof de Yale, elle ne cherchait pas le frisson du sport dans sa cave. Pas du tout. Elle utilisait l'illusion de l'accomplissement que lui donnait le podomètre pour anesthésier un malaise intérieur qu'elle fuyait. C'est un changement de perspective énorme. En fait,
Si je bloque sur un gros dossier hyper complexe et que je me mets à scroller sur mon tel, ce n'est pas parce que les actus sont passionnantes. Non. C'est juste que le dossier me stresse, me donne un sentiment d'incompétence et mon cerveau appuie sur le bouton d'éjection d'urgence. C'est exactement ça. Le cerveau est une machine à fuir l'inconfort. Bannir l'écran ne sert à rien, parce que si tu bouges cette soupape-là, le cerveau en trouvera une autre. Gérer son temps, en réalité, c'est gérer son mal-être. J'aime bien cette métaphore. Blâmer le smartphone pour la distraction, c'est comme blâmer un thermomètre parce qu'on a de la fièvre. C'est une excellente image. Casser le thermomètre ne guérit pas l'infection. Mais du coup, la solution qu'on nous vend d'habitude, c'est serre les dents et utilise ta volonté. Sauf que les sources s'attaquent aussi à ce mythe de la volonté, non? Totalement. Le mythe de l'épuisement de la volonté ou l'épuisement de l'ego, on a longtemps cru que la volonté c'était comme la batterie de ton téléphone. Tu te lèves, t'es à 100%, et plus tu résistes dans la journée, Plus la batterie se vide. C'était basé sur une étude de Roy Baumeister qui disait même que boire une limonade sucrée pouvait recharger cette énergie mentale. le fameux coup du sucre pour le cerveau. Mais ça a été démonté, ça. Oui, par Carol Dweck à Stanford. Elle a prouvé que l'épuisement mental ne touchait que ceux qui croyaient que la volonté était limitée. Un effet nocebo, en fait. Exactement. La volonté n'est pas une batterie, c'est une émotion. Ça fluctue, ça monte comme une vague et ça redescend. Ok. Mais concrètement, quand on est au feu rouge, ou qu'une page web rame, ces fameux moments liminaux, l'envie de sortir le téléphone est hyper forte. Comment on gère ça sans cette batterie de volonté? Les sources proposent la règle des 10 minutes. L'idée, c'est de surfer sur l'envie sans la réprimer frontalement. Parce que dire non crée de la tension. Voilà. Si tu dis « je ne toucherai pas à mon téléphone », ça aggrave l'inconfort. À la place, tu te dis « ok, j'ai le droit d'y aller, mais je dois attendre 10 minutes ». Et pendant ces 10 minutes, Tu observes la sensation. Neurologiquement, le pic de dopamine qui réclame la distraction est intense mais hyper court. Si tu ne le nourris pas tout de suite, la vague redescend. Au bout de 10 minutes, l'envie a souvent disparu. malin, on laisse passer la vague. Mais ça, c'est pour l'envie de fuir. Qu'est-ce qu'on fait de la tâche ennuyeuse en elle-même? Faut mettre de la musique, un café à la fin, la méthode Mary Poppins, quoi. Alors là, Ian Bogost, un chercheur cité dans le livre, dit que Mary Poppins avait tout faux. Ajouter du sucre superficiel sur une tâche désagréable, ça ne marche pas. Ça fait juste ressortir le goût amer du médicament. Exactement. Le vrai jeu, ce n'est pas d'ajouter du divertissement, c'est de chercher la variabilité cachée dans la tâche elle-même. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Mais bon, la variabilité cachée, soyons honnêtes pour ceux qui nous écoutent, si tu dois traiter 200 emails de service client ennuyeux à mourir, elle est où la variabilité? C'est un défi de gamification interne. C'est toi qui imposes des contraintes artificielles. Par exemple, tu te dis « est-ce que je peux répondre à ça avec moitié moins de mots tout en étant plus clair ?» Ou essayer de battre son propre chrono de la veille? Voilà. L'incertitude de savoir si tu vas y arriver et l'attention extrême portée aux détails, c'est ça qui génère la concentration et tue l'ennui. D'accord, donc on transforme la corvée en défi. Mais même si tu maîtrises ça, si ton agenda est un chaos absolu, tu vas quand même couler. D'ailleurs, les textes citent Sénèque là-dessus. Un philosophe d'il y a 2000 ans, oui. Et c'est fou comme c'est actuel. C'est clair. Il disait qu'on est paranoïaque avec nos biens. On met des alarmes partout, mais on laisse n'importe qui nous voler notre ressource la plus précieuse, le temps. Et pour protéger ça, il y a un concept clé. On ne peut pas appeler quelque chose une distraction si on ne sait pas, au préalable, de quoi ça nous a distrait. Ah, ça c'est puissant. Si ton agenda est vide, tu ne peux pas être distrait. Exactement. Et c'est pour ça que la simple liste de tâches, c'est toxique. Ça ignore la réalité physique du temps. Ça crée juste de l'angoisse parce que tu as l'impression de ne jamais en faire assez. Donc la solution, c'est les blocs de temps, le timeboxing. Oui, structurer son emploi du temps en 3 domaines concentriques. Au centre, il y a soi-même. C'est hyper important de le souligner d'ailleurs, faut se bloquer du temps pour soi avant tout le reste. Oui, car si le centre s'effondre, les autres domaines, relations et carrière, s'effondrent aussi. Bon, par contre, j'ai une objection sur ce point dans les sources. L'auteur dit qu'on doit bloquer du temps même pour aller sur les réseaux sociaux. Mais franchement, si je prévois 1 heure pour regarder des vidéos de chat sur YouTube, ça reste une perte de temps, non? Si l'on relie ça à une vision plus globale, pas du tout. Parce que le but n'est pas d'être un robot productif H24. Ok, c'est quoi le but alors? C'est de contrôler l'effort,
pas le résultat. Si tu te fais happer par une vidéo alors que tu devais bosser, là tu subis, tu fuis. C'est une distraction. Mais si c'est prévu le mardi à 18h? Alors c'est une action intentionnelle. Ton esprit a validé que c'était ton activité à cet instant précis. Tu supprimes la culpabilité et tu gardes le contrôle. Vu comme ça change tout. Mais que se passe-t-il quand ton agenda est parfait, mais que le monde extérieur s'en mêle? Les notifications, les collègues, on fait comment, sans partir vivre en forêt? Faut s'appuyer sur les travaux de Deci et Fogg. Face à une alerte, tu ne coupes pas tout aveuglement. Tu te poses une question. Est-ce que ce déclencheur me sert ou est-ce que c'est moi qui le sers? L'alarme pour aller chercher les enfants, elle me sert. Voilà. Mais la pastille rouge d'un réseau social, pendant que tu bosses, elle ne sert que le modèle économique de l'application. Et pour les interruptions physiques, l'exemple de la femme de l'auteur est génial. La fameuse couronne de concentration. Ouais. Elle bosse de chez elle et pour que sa famille arrête de la couper, elle a acheté sur Amazon une espèce de couronne avec des LED lumineuses. C'est visuellement ridicule, mais le message est clair. Si c'est allumé, la maison a intérêt à être en feu si vous me dérangez. C'est brillant et on peut faire pareil avec notre environnement numérique. L'histoire de Robert Van Els dans les documents par exemple. Ah oui, son bureau d'ordinateur était un chaos absolu, des centaines d'icônes partout. Et neurologiquement, ça crée un résidu attentionnel. C'est comme avoir 50 fenêtres ouvertes en tâche de fond dans ton cerveau. C'est exactement ça. Même si tu regardes un seul doc, chaque icône autour te rappelle une tâche inachevée. Ça draine ton énergie. Sa solution a été de tout cacher et de mettre un fond noir avec juste une citation. Le silence visuel pour le silence mental. Radical. Et en parlant d'environnement, les sources abordent un point inattendu sur le multitâche. On nous dit toujours que c'est mal, mais ils proposent le regroupement des tentations. Oui, un concept de Catherine Milkman. Le multitâche cognitif pur, c'est impossible. Tu ne peux pas lire un contrat et écouter une analyse géopolitique. Ça, c'est sûr. Mais tu peux associer des canaux différents. Milkman a prouvé que si tu t'autorises à écouter un roman hyper captivant, genre Hunger Games, uniquement quand tu es sur le tapis de course à la salle de sport, L'assiduité explose. de 51%. C'est le multitâche multicanal. Tu associes une tâche physique, sans charge mentale, à une récompense cognitive. Donc, au lieu de lire des articles sur son navigateur au bureau, on se les garde pour les transports en commun. Super hack. Mais bon, parfois, même avec tout ça, les addictions sont trop fortes. Ce qui nous amène à la dernière étape, les pactes. L'ultime ligne de défense. Mais faut bien préciser, hein, ça ne marche que si on a appliqué les 3 étapes précédentes. Sinon, c'est la crise d'angoisse assurée. Et l'anecdote d'ouverture sur ce point est folle. Le romancier Jonathan Franzen, Oh, et l'histoire de la colle. il avait tellement peur d'Internet qu'il a mis de la super colle dans le port Ethernet de son ordi. Et il l'a scié derrière pour être sûr de ne jamais pouvoir s'y connecter. C'est l'extrême du pré-engagement. Mais les textes montrent que l'outil le plus puissant, c'est le pacte d'identité. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au niveau psychologique? Ça repose sur le poids des mots. Le chercheur Christopher Bryan de Stanford a fait une étude sur des électeurs. Un groupe devait répondre à des questions sur l'action de voter, l'autre sur le fait d'être un électeur. Le verbe contre l'identité. Voilà. Et le groupe électeur est allé voter dans des proportions bien supérieures. C'est la même mécanique entre dire « je ne peux pas manger de viande », qui sonne comme une privation, et « je ne mange pas de viande », qui est une déclaration identitaire. Donc, s'approprier l'identité de quelqu'un d'imperturbable, c'est une barrière mentale. Quand on met « ne pas déranger » sur Slack, on dit au monde « mon temps est une ressource finie ». Mais cela soulève une question cruciale. Est-ce qu'il faut d'abord y croire pour agir, ou est-ce l'action qui crée l'identité? Les sciences du comportement sont formelles. L'action précède la conviction. C'est la répétition de tes rituels, tes blocs de temps, qui finit par forger cette nouvelle identité. Si on résume, le parcours est limpide. Accepter que la distraction vient d'un mal-être interne, planifier son temps en bloc, désarmer les notifications inutiles et sceller le tout avec une identité forte. Dans notre monde, être imperturbable, c'est devenu la compétence de survie numéro 1. Incontestablement. Et pour conclure cette exploration, les sources soulèvent une dernière réflexion un peu dérangeante. Je t'écoute. La science a prouvé que le pic d'excitation lié au sucre chez les enfants, c'est un mythe complet. Le sucre ne rend pas les enfants hyperactifs. Un mythe total. Pourtant, les parents blâment toujours le gâteau pour l'agitation d'un enfant au lieu de voir qu'il est juste fatigué ou surstimulé. Parce que blâmer le sucre, c'est tellement plus facile que de chercher le vrai problème.
Exactement. Et si on applique ça aux adultes, chaque fois qu'on blâme la technologie ou notre charge de travail pour notre distraction, quelle émotion dérangeante, quelle peur de l'échec ou quel ennui profond essaye-t-on de ne pas affronter en nous-mêmes? Waouh! La technologie comme miroir de nos propres failles intérieures. C'est ça. La prochaine fois qu'on aura le réflexe d'attraper le téléphone face à un dossier compliqué, il sera peut-être temps de s'arrêter 10 minutes et d'écouter ce que ce malaise essaye de nous dire. Le chemin pour devenir imperturbable commence là. Et c'est sur cette perspective vertigineuse que se termine notre analyse d'aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette réflexion avec nous.